veut régler un problème, il faut être capable de le définir. Il faut savoir le problème, c'est quoi exactement. Puis ça, c'est un principe simple, c'est de la logique. Plombier vient, tu dis que l'eau coule, il ne peut pas commencer à dire, OK, il sort avec ses équipements, etc. Il ne peut regarder rien. Tu vas envoyer ce plombier-là chez lui. Tu comprends? Parce que c'est simple. Je dois venir, j'analyse, je trouve la source du problème, j'apporte la solution par rapport au problème. Maintenant, la question du racisme systémique, puis la question du racisme en tant que tel, la question du profilage racial, c'est une question qui dépasse les individus. C'est pas simplement une question de un tel est raciste, un tel a des biais inconscients, etc. C'est des problèmes institutionnels, historiques, basés sur des stéréotypes qui viennent de longtemps. Ça fait longtemps que, par exemple, si on prend nos communautés noires, que les communautés noires, eh bien, il y a des stéréotypes associés à notre criminalité, à notre dangerosité. C'était comme ça dans le Code noir. Au temps de la Nouvelle-France, on empêchait aux personnes noires de se rassembler. Tu voyais une personne noire, 2-3 personnes noires réunies, c'était interdit. Ça a été comme ça pendant la ségrégation aux États-Unis. Ça a été comme ça ici aussi pendant la ségrégation au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, allez relire votre histoire. Puis c'est pas l'histoire que ce qu'on a appris dans ce qu'on a fait on ne parlera pas de ces affaires-là. Ça existait ici aussi. Donc, c'est des cultures et des pratiques organisationnelles qui produisent du racisme. Et c'est ça du racisme systémique. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What it do, my people? We back. Let's go. Le complexe. We back. Avec un gros invité. Un invité, ça fait longtemps qu'on essayait de l'avoir. On l'a eu au bon moment. On l'a eu au moins avant qu'il devienne encore une plus grosse star qu'il est déjà. Et on a aujourd'hui avec nous Fernando Belton, avocat, activiste. On peut t'appeler activiste aussi. J'aime pas l'étiquette, mais je sais qu'on me la donne. Tu fais ce travail-là aussi. Mais moi, j'appelle ce que je fais du militantisme juridique. OK. Parce que c'est vrai que j'allègue des enjeux devant les tribunaux qui sont des causes très militantes. Donc, par défaut, si quelqu'un me donne l'étiquette, c'est correct, mais moi, je me la donnerai pas moi-même. Avocat. On a un avocat avec nous. Quelqu'un qui va pouvoir nous apprendre beaucoup aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci beaucoup Santé, monsieur. Gars. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Shout out la signature 1804. With the good food. Yeah. La nourriture est solide. La nourriture est solide. C'est du nouveau encore. Quelque chose que j'avais jamais essayé. Je pense pas qu'on a essayé. On a des frites de manioc. Mom, si tu veux être content en manioc, c'est super bon. À manger une fois par semaine au moins. Super bon pour la santé, surtout les hommes. Prévenir le cancer. On a des burgers plantains avec bœuf effiloché. On a toutes les bonnes épices haïtiennes. Un petit pickles dedans. On a du fromage. Super bon. On a des petites bouchées de macaroni gratinées. Des vols au vent aux escargots. Donc, vraiment une belle cuisine fusion. Shout out. On a bien mangé. On a un cook avec nous. On a un cook avec nous aussi dans ces temps perdus. Non, à temps libre, on fait ce qu'on a à faire, les amis, pas le choix. Il était pas assez occupé en tant qu'avocat. Allez suivre la page Chef Belton. Il y a des gens qui pensent que c'est... Non, c'est vrai, c'est moi qui le cuisine. De A à Z. Ouais. C'est quoi ton go-to plate que t'es comme, OK, this is me? Mes ribs. Mes ribs sont... Tu fais la sauce, tu fais... Non, je fais pas ma propre sauce, mais mes ribs sont légendaires. Ça, je dois l'avouer. OK, tu cookes avec amour, là, comme si la viande est bien faite. C'est une recette, ça fait des années que je la perfectionne. C'est toujours un succès. Shout out. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé cette bonne bouffe-là avec nous. On a des bons desserts aussi. La signature du 104, allez les suivre. Ils font des services traiteurs. Ils font de la bouffe pour n'importe quelle occasion. Shout out to Shirley. Fait que on a quelqu'un avec nous qui, on pourrait dire qu'il y a eu le parcours typique qu'on voit dans des films. Mais en même temps, c'est ce qui se passe dans la communauté. C'est comme présentation. Non, mais on le voit beaucoup dans les films, mais c'est ce qui se passe dans la réalité aussi. Dans notre communauté, c'est beaucoup de gens qui sont... Ils ont des défis à relever.
Donc, on a eu un désordre, un petit désordre ici. Bon Adolescent, monsieur. Un volet. Un bandit. Donc, on a quelqu'un qui était un petit peu plus rebelle. Hein, on va rester politically correct, qui était rebelle. Les parents Ça me haïtiens. jouait, mais toi, Les Haïtiens, on a une bonne manière de gérer les enfants rebelles. C'est qu'on les ship quelque part d'autre. Non, je suis pas en Haïti. Ma En Haïti. pimpo. Donc, lui, il s'est fait pimper à Orlando. Il est allé chill dans Floride, you know. C'était pas du chilling. Mais c'est pas du chilling, hein. Ah, C'est non. jamais du chilling. Quand on pimpe, là, c'est rarement du chilling. Mais t'as vécu ça 2 fois. T'es revenu. Là, tu reprends ta vie en main. L'église fait partie du processus qui t'a aidé à ça. Tu te concentres à l'école. T'es quelqu'un qui aime ça argumenter. Bon orateur, tu réalises ça. Tu te dis, oh, avocat, ça fait du sens. Ouais. Let me get in that. Try first time. Nope. Try second time. Nope. Third time. Tu rentres. Tu fais ce que tu as à faire. 2015, tu fais ton barreau. First shot, by the way. Donc ça aussi, lever le chapeau. Pour quelqu'un qui s'est fait refuser 2 fois, il a passé son barreau la première fois. Il y a beaucoup de gens qui coulent le barreau. C'est quelque chose de très difficile. So big shout out. Tu commences à pratiquer. Avant de pratiquer, tu t'es fait donner la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans ton domaine. Tu as vraiment contribué à ce que tu devais faire à un jeune âge. Tu commences à pratiquer. C'est quoi ton plus gros cas que tu as dans tes débuts, là, que tu étais comme, oh shit, OK, ça se passe là? Ça se passe. Mais moi, je pratique en droit criminel. OK? Donc, c'est sûr et certain que c'est un domaine de droit que les gens voient beaucoup. On est beaucoup exposé au droit criminel parce que, bon, on va le voir dans les films. On a toujours une idée de c'est quoi un criminaliste, quelqu'un qui défend des criminels, des bandits. C'est toujours comme ça qu'on le met de l'avant. Mais d'abord, avant tout, je sais que ça va l'air un peu cliché, mais c'est vrai. Je défends d'abord, avant tout, des gens. Okay? Je représente des gens et je représente pas des personnes seulement qui commettent des crimes, mais des gens qui ont une histoire, qui ont un parcours. Puis je défends aussi ce qu'on appelle un principe important dans notre système, qui est la présomption d'innocence. Donc, c'est ça et certain que je suis pas parti avec ces idéaux-là au début, parce que, tu sais, la réalité, c'est que quand j'étais au bac, même avant de rentrer en droit, je me disais, je veux rentrer en droit parce que, tu sais, je trouvais ça prestigieux, je veux faire du cob, je veux porter le titre de maître. Donc, c'est un peu ça qui m'attirait, mais au fur et à mesure que j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte que c'est un domaine dans lequel il y a vraiment une possibilité de pouvoir faire des changements importants, d'être un acteur de changement, de pouvoir apporter ma voix à une contribution. Puis ma voix à cette époque-là, qu'est-ce qu'elle était? Je sais pas exactement c'était quoi. Je savais pas où est-ce que je suis rendu aujourd'hui dans ma carrière. Jamais je me serais imaginé en commençant que c'est là que j'étais. Mais pour revenir à ta question, parce que je sais que c'est un long détour, un des dossiers vraiment qui a vraiment marqué ma carrière, c'est un groupe de jeunes que j'avais défendu, représenté, qui ils étaient accusés d'une infraction quand même assez grave. On parle d'un kidnapping suivi de comme un PI, etc. Bon. Puis les gars faisaient face à du gros temps. Là. Tu sais, des jeunes, 18, 19, 20 ans, finalement, qui ont plaidé coupables à leur infraction. Puis je me rappelle ce matin-là, quand on est allé à la cour puis qu'ils ont plaidé coupables, l'émotion des parents, les grands-parents à qui je devais expliquer la décision, les jeunes qui sont là, qui se rendent compte que shit, je m'en vais passer les 18 prochains mois, pas années, 18 prochains mois en prison, ceux qui ont pris 2 ans de prison, etc. Puis que je me suis rendu compte que véritablement, tu sais, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, je pense, pour notre jeunesse. Tu as parlé de mon parcours, puis tu sais, mon parcours, j'ai pas été exposé, c'est moi-même qui en a parlé. Parce que je suis passé dans le système criminel quand j'étais adolescent. J'ai déjà été arrêté. J'ai déjà été approché des fois par des personnes un peu douteuses. Mais, tu sais, I made it through. Okay? Puis, je me dis que ça, je peux m'en servir pour inspirer les jeunes, aider les gens vraiment qui ont des difficultés. Puis, tu sais, faire mon bout de chemin avec mon histoire à moi qui est propre. Chacun, on a, je te dirais, ce qui vient nous aider dans la vie. Moi, ma foi, personnellement, c'est le centre de ma vie, ma foi envers Dieu. Puis, j'essaye d'aider les gens par rapport avec qu'est-ce que j'ai reçu. Ouais. Fait que quand même, là, des jeunes, là, j'en ai vu des jeunes là, dans le quartier là, qui ont passé à travers de ça. Fait que toi, t'as pu voir ça first hand. Oui, first hand. Défendre ça, puis... Écoute, j'ai représenté certains de mes anciens boys. Je me rappelle, à un moment donné, je rentre en prison pour aller voir un de mes clients. Puis un de mes boys, tu sais, quelqu'un avec qui j'étais dans le guet, puis qu'on jouait au basket, on était à Saint-Max ensemble.
je le rencontre qui est en train d'attendre son avocat, puis qui est dans le gel, là. Ouais. Tu sais, on est en train de le descendre pour qu'il aille rencontrer son avocat. Puis ça, c'est le moment où je suis genre, I'm like, lever ma main en haut pour dire merci au Seigneur, because I'm blessed. Because I could have been there. Tu comprends ce que je veux dire? Définitivement. Puis moi, j'ai eu, bien entendu, à un certain moment dans ma vie où est-ce que ma foi m'a beaucoup aidé, mais aussi le centre de tout ça, ça a été mes parents. Les amis, les parents étaient pas dans le jouet. Haitian parents, Pour de vrai, puis j'en parle parce que je sais qu'il y a des parents qui struggle, puis il y a des parents qui ont démissionné, puis il y a des parents qui se sentent dépassés. Puis tu sais, ma mère monoparentale, pas monoparentale parce que mes parents ont toujours été ensemble, mais mon père était aux États-Unis, elle est tout seul avec 5 enfants, puis là, je suis le seul gars au milieu de 4 filles, I'm acting out, je commence à prendre un mauvais chemin, je me fais suspendre, je me bats à l'école, etc. Mais tu sais, I was extremely smart à l'école, je me suis jamais forcé pour réussir, je réussissais facilement. Puis tout le monde était comme, le gars a du talent, pourquoi? Je suis rentré en secondaire 1, j'étais en défi. Puis malgré ça, j'accumulais les suspensions. Puis à un moment donné, ma mère a dit, mon cher, j'ai 2 choix. Soit je garde mon petit bébé, mon petit prince, comme elle m'appelait, soit je le garde avec moi, soit me voler là le jeune papa, parce que le chemin qu'il prend, elle pourra pas gérer. Puis tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, mon père, il était pas extrêmement sévère quand j'étais là-bas, mais j'étais déconnecté de tout. Les gens, tu parles d'Orlando, je sais pas Orlando. J'étais à Immokalee, OK? Tu sais pas c'est où, parce que personne connaît Immokalee. C'est une petite affaire de banlieue. C'est comme si je te dis, j'étais à Saint-Lin, Oui. comme dans le Ragé. Mon ami, j'ai une marque ici, là, parce que le matin, à l'école, il y avait des chiens qui me couraient dehors. Mon père, il n'y a pas d'affaire que je t'emmène à l'école. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, je monte une barrière, les chiens courent derrière moi jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis comme, est-ce que je cours toute ma vie? Je marche avec mon bâton à la main, prêt à me défendre face aux chiens du quartier, tu comprends ce que je veux dire? Déconnecté de Mais tout. la Floride, c'est wild. La Floride, c'est wild. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs Florides. Oui, il y a le Miami Beach, qu'est-ce qu'on voit, mais moi, je n'étais pas là. Non. Tout le reste, même le Miami Beach, là, c'est une petite partie de la Floride. Ouais. La Donc, Floride, c'est immense, là. Donc, ça m'a forgé. Ouais. Puis quand je suis revenu, mettons que j'étais calme. J'étais posé. Tout doux. Oh oui. Fait que tu commences 2015, c'est quoi? C'est en 2018 que tu pars ta clinique juridique? La clinique, donc, j'ai fondé mon cabinet en 2016. Donc, quand j'ai commencé à pratiquer... Un an après que tu as commencé à pratiquer. Ouais. Donc, tu sais, j'ai fait mon stage à la Cour municipale de Montréal comme procureur. On était 4 stagiaires. J'ai eu un bon stage. Vraiment un stage où est-ce que je performais bien, ça allait bien, etc. Puis, il y a 4 stagiaires. Je suis le seul qui n'a pas été gardé. Puis, tu sais, ça a été comme un coup parce que, tu sais, ça m'avait pris 6 mois à trouver un stage, ce qui est extrêmement long. Puis, je me dis, tu sais, je sais que j'avais eu un bon stage. Et là, je me dis, pourquoi on ne me garde pas? Puis, tu sais, ça a remis certaines choses en question chez moi, mais j'ai fini par comprendre. C'était le plan de Dieu, oui. Mais aussi, il y a la question de dire, je ne cadrais pas dans cet environnement-là. Puis, je sais aujourd'hui que je n'aurais pas pu être où est-ce que je suis si je n'avais pas été refusé ici. Puis, c'est une façon pour moi de dire aux gens, quand une porte se ferme, it hurts. Mon ami, quand tu es... Tu sais, admettons qu'on dit aux 3 autres, bienvenue, toi, on dit, mon ami, tu finis, va-t'en. Tu sais ce que j'ai fait? Je me rappelle cette journée-là, je suis rentré chez nous. Ma femme m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, les bails sont pas bons. J'allais dans mon lit, you know. J'ai dormi la journée. Après ça, je suis revenu le lendemain, ma tête haute. Je suis allé voir tous mes boss. Je les ai remerciés. J'ai dit merci pour l'opportunité. Je suis allé voir les procureurs qui m'ont formé. J'ai dit merci. Je suis allé voir mes collègues. Je les ai dit félicitations. Pas comme aigri. I was happy for them. Good sport. Good sport. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, je suis parti la tête haute. Après ça, en train de me demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux entreprendre. Puis, j'ai eu un appel. C'est une amie qui venait d'avoir une job. Elle avait 5 clients. Elle me les a référés, puis the rest is history. C'est comme ça que Beldon Avocat a commencé. Damn! Elle avait 5 dossiers, elle m'a dit, est-ce que tu les veux? Puis moi, je suis comme ça. Quand je vois une opportunité, tu le prends, je me dis, why not? Yep. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de, tu sais, bon, là, un peu plus de sagesse de regarder, analyser, mais je crois encore que des opportunités dans la vie, des fois, à force, mon mentor dit ça, Maxime Victor, à force d'analyser, tu deviens paralysé. Il y a des choses où tu dois analyser, il y a des choses aussi où tu sautes sur l'occasion. Elle m'a dit, j'ai 5 clients, je suis chez nous, je suis là depuis 2 mois, je suis en train de réfléchir. Réfléchir à quoi? Mon ami, t'as 5 clients, let's go. Je les ai pris, puis j'ai parti la business comme ça. J'étais allé au bureau en gros. Okay. J'allais faire un prêt, puis j'étais comme, you know what, je veux pas commencer comme ça. Avec l'argent dans mes poches, j'ai acheté une table, une imprimante, un petit truc, un agenda.
Je suis sorti avec $500 d'équipement. J'ai parti le bureau à la maison, puis un an plus tard, je rentrais dans le 3737. Tu comprends? So, des fois, dans la vie, t'as une porte qui se ferme, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, puis c'est comme ça qu'il faut voir les choses. So, ça, c'est fort parce que un des trucs que tu prônes, fait que, tu sais, quand tu fais ton chemin comme ça, tu dévies un peu de la norme, de ce qu'on fait d'habitude. Puis, qu'est-ce qu'on voit d'habitude, c'est du monde qui n'ont pas d'avocat, justement. C'est peut-être quelque chose qui est vu comme trop cher, qui est vu comme inutile. Mais toi, tu prônes C'est pour cher. tout le monde. C'est cher. Mais C'est sûr. c'est pour une raison. Mais c'est ça. Puis tu prônes, tu sais, faut pas attendre d'être dans la merde pour dire, oh, faut que je me cherche un avocat. Tu sais, si Ouais. t'es dans la merde, faudrait que tu saches qui appeler. Right? Ouais, mais tu sais, il y a une réalité qui nous concerne comme communauté noire, racialisée de manière générale, par rapport à une multiple d'enjeux. Puis la connaissance fait partie des... moi, je pense que l'éducation, c'est la clé de la réussite de notre jeunesse. Il faut trouver comment on doit faire pour éduquer notre jeunesse, comment on fait pour l'intéresser par rapport à la forme, tu sais, l'endroit où est-ce qu'on est rendu dans la société. Ouais. On enseigne les gens aujourd'hui comme ils étaient enseignés en 1920, 1930, 1940, Ouais. quand il n'y a pas d'ordinateur, pas d'Internet, etc. Je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit avoir. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense véritablement que, tu sais, on est dans une société où est-ce que le droit régit tout dans notre vie. On le voit pas, mais il est toujours là. Puis on te dit, nul est censé ignorer la loi, tu comprends? Donc, quand tu es dans la merde, quand tu as un problème juridique, si c'est à ce moment-là que tu te dis, c'est qui je vais appeler, c'est un peu difficile, tu peux tomber sur n'importe qui. Puis, de la même façon que tu peux emmener quelqu'un pour venir peinturer, he's doing a shitty job, de la façon tu peux trouver un avocat puis qui te représente mal. Il y en a qui vont faire un bon travail aussi. Donc, moi, tu sais, je prône vraiment ça, de se dire, connais c'est qui ton avocat dès maintenant. Parce que l'avocat, un avocat et un client, c'est une relation de confiance. Puis une relation de confiance, ça prend un certain nombre de temps à bâtir. C'est ça, certain que je te dis pas de dire, tu sais, va rencontrer un avocat si t'as pas de problème, ça coûte de l'argent. Ouais. Mais de savoir qui tu vas appeler si tu as un problème, Ouais. how to do yes. Moi, là, si j'ai un problème aujourd'hui, en matière de logement, je sais qui appeler. En matière de droit immobilier, je sais qui appeler. En matière criminelle, je me fais arrêter, je sais qui appeler. J'ai un autre problème, j'ai une audience à la régie du logement bientôt. Je suis représenté, je savais déjà qui j'allais prendre. Donc, ça, c'est malgré que je suis un avocat. Puis je pourrais me représenter seul, mais quand tu as un problème, tu as besoin de cet œil extérieur pour pouvoir présenter ta défense devant la cour de manière objective. Puis c'est sûr, c'est mon travail, j'y crois beaucoup. Fait que même un avocat engage un avocat pour se défendre lui-même. Oui. Ouais. Moi, je représente plusieurs avocats. Ok. Ouais. Est-ce que ça serait mal vu ou pas bon de Non, se représenter c'est- lui-même? Absolument, parce que, tu sais, je te donne un exemple. Je suis accusé de... OK, on va prendre un exemple. Par exemple, moi, je suis un avocat. OK, admettons que j'ai un problème avec la DPJ. Ce sont mes enfants. OK? Puis, j'ai un litige avec la mère de mes enfants. Donc là, moi, je vais aller à la cour contre-interroger ma femme. Comment ça va le passer, là? C'est sûr qu'il va y avoir de la provocation. Comprends-moi? C'est sûr qu'il va y avoir... ouais. Ça va finir dans les jouements. Ouais, Parce que ouais, si on était capable de bien s'entendre, Ça serait on jamais serait rendu pas là. là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, j'ai déjà... Tu sais, je suis avocat, à au moins 2 reprises, j'ai déjà eu recours à des services, même plus que ça, à des recours avec des avocats dans plusieurs domaines pour m'aiguiller puis m'épauler dans certaines situations que j'ai eues. Donc, c'est sûr que, oui, un avocat, ça coûte des sous. Puis, l'enjeu de l'accès à la justice, c'est une des raisons pour laquelle j'ai cofondé la clinique juridique de Saint-Michel. C'est pour permettre à des gens, justement, qui ont peu de moyens d'avoir une porte vers laquelle ils peuvent se tourner pour avoir un accompagnement juridique quand les moyens sont pas là. Mais... Vous faites une réforme là-dessus, là, en ce moment, non? Pour le $330 à 500 quelques piastres là, qui est payé pour les gens mais qui dans ont le pas de fond, moi, défense. j'ai participé dans une genre de coalition qui venait à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire hausser les seuils d'admissibilité au niveau de l'aide juridique. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que à un certain seuil, puis ça, c'était à l'époque, tu travailles au salaire minimum à temps plein et tu n'es pas admissible à l'aide juridique. Tu gagnes trop d'argent. Salaire minimum temps plein. God damn! Tu gagnes trop d'argent. Trop d'argent. Donc, il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est que ça fait en sorte qu'il y a des gens, plusieurs personnes qui n'ont pas accès, ils n'ont pas d'argent pour payer un avocat. Puis quand on faisait le tournage pour la vidéo, l'idée m'est venue parce que j'interviewais les gens, puis j'avais 2 jeunes avocats, je les connaissais. Je les ai dit, est-ce que vous-même, vous êtes admissible à l'aide juridique? Ils m'ont dit,
Ouais. Donc, t'imagines, j'avais devant moi des avocats avec leur toge qui représentent des gens sur l'aide juridique, tandis qu'eux-mêmes sont admissibles à cause de leur faible revenu. Donc, ça disait tout. Donc, là, On pense souvent que les avocats ont plein d'argent, but it's not necessarily the reality de ce que je vois avec... C'est que être avocat, c'est comme être plombier, c'est comme être médecin. Au niveau des salaires, il y a vraiment des écarts importants. Okay. Donc, tu sais, tu as des avocats qui sont là, qui font leurs 50 000. Ouais. Moi, je connais des avocats qui commencent à 40 000. Donc, tu sais, 40 000, mon ami, c'est 20 $ de l'heure. Ouais. Tu vas pas très loin avec ça en 2024, tu comprends? Puis, il y en a d'autres qui chargent 150 $ de l'heure, qui chargent 400, 500 $ de l'heure, qui sont millionnaires. Donc, être avocat, c'est pas aujourd'hui un synonyme de richesse, OK? Mais pour ceux et celles qui me suivent, tu sais, je crois sincèrement que les jeunes qui veulent aller en droit, tu as une façon de réussir puis de bien gagner ta vie. Mais si tu vois ça comme c'était à l'époque en se disant « je vais être riche », peut-être c'est pas nécessairement le bon domaine. Puis avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont appelées à changer dans les prochaines années. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que rapidement, c'est quoi les trucs qu'on devrait savoir en tant que citoyen pour se protéger? Caleb avait donné un bon exemple. Quand on préparait ça, il disait... Ah, on n'a pas quitté manger, monsieur. Il n'avait pas cliqué. Comment s'appelle la compagnie encore? La signature 1804. Là, moi-même. Shout out. So, il disait, hey, j'ai appris dernièrement que je suis pas obligé de donner mon nom à la police si je suis pas interpellé, accusé de quelque chose. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas en tant que citoyen qu'on devrait savoir. Y en a-tu quelques autres exemples que tu pourrais me donner? Rapidement, juste avant que je te laisse répondre, souvent, tu sors ou bien... je vais prendre l'exemple. Je sortais avec un de mes amis il y a peut-être un mois et demi. On est sortis dans un club. Puis on est à côté du bar, on prend un verre, relax, tout, on parle. La police débarque. Ils sont 5-6. Puis mon ami est habillé avec des grosses marques. Tout. Comme il a le droit. Comme il a le droit, là. Je veux dire, je comprends pas pourquoi ça fait l'argent. C'est ça qui est fou. T'es obligé de le dire. C'est ça. Il fait rien de mal, il fait son argent, très legit, tout. Il se paye des marques. Ça, c'est son style de vie. Moi, je suis à côté avec un petit Zara, H&M, des petits Nike que j'ai pognés en rabais. À côté de la Tesla. T'as vu comment il a essayé de changer les affaires? T'as vu, chacun met son corps où est-ce qu'il a envie de le mettre. C'est ça l'affaire. Exact. Fait que là, on est dans le bar, les policiers arrivent. Les policiers vont voir un premier individu, on voit qu'ils argumentent, 15-20 minutes, les policiers s'en vont. Ils s'en vont, ils traversent parce qu'il y a 2 portes dans le club. Ils traversent la première porte, puis il y a un des policiers qui pointe mon ami, puis les 5-6 reviennent. Là, ils reviennent, ils parlent à mon ami, il dit « Oh, hey, t'as un beau manteau, t'as des belles lunettes, t'as une belle montre. C'est quoi tu fais dans la vie? C'est quoi ton nom? » Moi, je suis à côté, j'écoute ça. Ils m'ont jamais approché, moi. Petit pauvre. Fait que, mon ami, il dit, ben, yo, c'est pas de vos affaires, c'est quoi le rapport? Je fais rien de mal, là. Fait que là, ils chargent des bibites, ils essaient de le provoquer, ils essaient de commencer à l'énerver pour qu'il puisse faire quelque chose de mal, puis ensuite, legit demander, yo, c'est quoi ton nom? T'as fait ça. Ouais, obstruction à la justice, là, c'est ça ton accusation. Entrave à la justice. T'as rien fait avant, là. T'as rien fait de criminel avant. Fait que là, au final, ça a duré un bon 20-25 minutes. Il a juste donné son nom. Mais j'étais comme... À la fin, j'étais comme, yo, t'aurais dû juste pas donner. T'aurais dû stick sur ton point. T'aurais dû juste pas donner ton nom. Comme, même si t'as rien fait puis que tu sais qu'ils vont rien trouver, c'est juste le fait de donner son nom. Genre. Ah, mais il voulait avoir la paix, hein. C'est ça à faire. Regarde, la question du contrôle d'identité, c'est un vrai problème. C'est un des enjeux sur lesquels, d'ailleurs, je suis présentement en train de me pencher, de réfléchir, puis d'élaborer certaines pistes de solutions par rapport à ça, parce que, de un, je me suis rendu compte, ça va l'air un peu étrange, que dans mon esprit, je me suis dit, s'identifier, pas s'identifier, la part des gens savent, parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'avocats qui ont fait plein de capsules là-dessus, mais je me rends compte qu'il y a tellement de situations différentes dans lesquelles on peut se trouver, qui fait en sorte qu'à la fin, les juristes se perdent, les citoyens, c'est encore plus. Si un juriste a de la misère à pouvoir identifier est-ce que je suis en détention, est-ce que je suis interpellé, est-ce que j'ai le droit ou pas, mais voir pour un citoyen qui n'est pas nécessairement familier avec le droit. Donc, je vais vous donner quelques cues faciles à essayer de vous souvenir. La première chose, tu conduis un véhicule. Tu es conducteur dans un véhicule, tu te fais intercepter, tu es obligé de t'identifier. Il
n'y a pas de question de dire... tu peux poser la question à la policier. Pourquoi? Ouais. Tu peux, mais tu peux pas rester pendant 2 minutes back and forth avec un policier tandis que tu es derrière ton volant parce que le code de la sécurité routière t'oblige à fournir tes documents d'identification quand tu t'interceptes. Et il y a un jugement, vous avez entendu de l'affaire Luemba, ça a été porté en appel. Donc, c'est un dossier qui va être intéressant pour nous dans les prochaines années. On verra qu'est-ce que la Cour d'appel dira là-dessus, mais il y a un jugement de la Cour suprême qui date de 1990 qui dit, ben, si les policiers veulent vérifier est-ce que ton véhicule fonctionne bien, est-ce que tu es sobre, puis tes documents, ils ont le droit de t'identifier. Ils ont le droit de t'arrêter. Aléatoire. De manière aléatoire. Aléatoire. Okay? Exact. Parce qu'on se rend compte que les personnes noires, marginalisées, arabes, se font intercepter Font beaucoup plus partie souvent. beaucoup Okay? d'autres. Donc, première chose, tu conduis, tu es obligé. Donc, moi, mon conseil aux gens, si vous êtes derrière le volant, vous pouvez commencer par vous identifier et demander pourquoi ensuite. Comme ça, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous reprocher de faire une entrave, pas à la justice, mais au travail des policiers. Okay. Ce qui est un peu différent au niveau du concept juridique. T'es conducteur. Si le policier te demande de t'identifier, t'es passager, je veux dire. Le policier te demande de t'identifier, ben, tu as le droit de demander pourquoi. S'il dit, puis généralement, c'est souvent en lien avec une des seules raisons, c'est si tu as commis une infraction du genre, tu portes pas ta ceinture. Mais je vois pas, il y a pas beaucoup d'infractions qu'un passager Tu bois de l'alcool en arrière. Du genre, ça c'est un bon exemple, tu comprends? Mais autre que ça, c'est souvent de la curiosité policière. Les policiers, dans un esprit de collecte d'informations, veulent savoir qui est qui traîne avec qui. Puis ils ont le droit de demander, mais on a le droit de refuser aussi. OK? Prenons l'exemple de ton ami dans un établissement licencié. Il est aucunement obligé de s'identifier. Puis ça, c'est une tactique de beaucoup d'ex-squad. Okay? On pense à Eclipse, on pense à Equinox à Laval. Equinox est en train de faire beaucoup de ravages à Laval, même à Vinpouillot. T'as dit? Non, je suis sérieux. Il y a des gens, là, il y a des gens qui sont sur ma liste. Il y a des choses qui sont sur ma liste parce que ça me dérange forcément. Donc, t'es en train de dîner, etc. La police vient te demander t'es qui. T'es pas obligé de t'identifier. Mais le problème, c'est est-ce que tu veux avoir la paix? Ouais. Parce qu'ils vont pas te lâcher. Ouais. OK? Ou bien ils vont attendre que tu arrives à ton véhicule, puis quand tu es à la garde ou le contrôle du véhicule, même quand tu conduis pas, tu es obligé de t'identifier. Donc, tu es dans le stationnement, tu es obligé de t'identifier. Même si tu es chez toi, sur ton terrain public, tu es dans ton auto, tu es obligé de t'identifier, les amis. Sur mon propre terrain. Tu as la garde et le contrôle du véhicule, article 102 du Code de la sécurité routière. Donc ça, il faut garder ça en tête. Maintenant, si tu es dans la rue en train de marcher, un policier t'interpelle et veut savoir t'es qui, tu as le droit, première chose, tu te demandes est-ce que j'ai commis une infraction? Si la réponse est non, marchez pas sous. J'ai rien à dire. Je suis pas obligé de rester à parler avec toi, je suis pas obligé de te parler, mais il faut comprendre que je me rends compte de plus en plus que plusieurs personnes des forces de l'ordre, ils ont un problème avec les gens qui connaissent leurs droits. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à la docilité des citoyens. Quand 95% des gens sont dociles, le 5% qui posent des questions, ils t'énervent. Tu comprends? Puis de plus en plus, on voit des personnes noires qui commencent à savoir connaître leurs droits, à poser des questions, à remettre en question le pouvoir policier. Puis moi, je dis, it has to be the beginning parce que there's a war on black people. Aujourd'hui, là, moi, je suis rendu à un point dans ma pratique où est-ce que j'assume, moi, ce que je suis rendu. J'assume mes positions parce que ce que je dis, c'est ce que je vis, c'est ce que je vois. C'est pas une vérité absolue parce que d'autres personnes peuvent avoir une réalité différente. Mais moi, ce que je vois, ce que j'observe, les gens qui viennent me voir, le nombre de personnes que je rencontre, au début, dans ma pratique, c'était sporadique. J'ai remarqué au cours des 3-4 derniers mois, 90% des gens que je rencontre, c'est des cas de profilage racial. Depuis les 3 dernières semaines, 100% des gens que j'ai rencontrés, peut-être une quinzaine, vingtaine de personnes, des consultations que j'ai dans mon bureau, c'est juste des cases de profilage. Est-ce que c'est parce que je suis plus connu comme étant l'avocat de profilage? Peut-être. Mais est-ce que c'est parce que aussi il y a plus de cas? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus woke, puis sont plus éveillés, puis veulent plus faire valoir leurs droits? Peut-être. Mais je pense que c'est ce qu'on doit continuer à faire parce qu'autrement, nos enfants... Tu sais, moi, j'ai 2 garçons qui sont là en train de regarder la télé, là, ici, là. Moi, je l'ai dit, tu sais, mon garçon Philippe, il a 5 ans. Je veux pas que quand il va avoir 16 ans, je vais devoir avoir la conversation avec lui, mon ami, t'es noir, t'as une auto, fais attention. Je vais devoir avoir la conversation avec lui. Donc, c'est ça. Ouais, c'est quand même fou de voir que on passe d'une époque différente à une autre. Comme rien n'a changé. Rien n'a changé.
Mais au moins, là, on le dénonce un peu plus. En fait, c'est différent. C'est pas qu'on le dénonce plus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de revendications qui datent de beaucoup d'années. Il y a beaucoup de personnes avant nous qui ont travaillé là-dessus. Ben oui, travaillé, définitivement. il y a beaucoup de blagues des fois qui se fait sur la Ligue des Noirs. Respecte les gens qui sont venus ici dans ce pays quand ils n'avaient pas tous les moyens que nous, on a, qui devaient mettre de l'argent, mettre de la nourriture sur la table de leur famille. C'est pas ces manger-là qu'ils pouvaient donner à leurs enfants, tu comprends? Pas du tout. Mais qui ont travaillé pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de revendiquer nos droits plus facilement. Ce qui est différent, je crois, puis ça, c'est mon opinion, c'est qu'on revendique plus. C'est qu'il y a toujours eu beaucoup de dénonciations, mais de saisir les organes juridiques pour faire valoir nos droits, ça, je pense que c'est relativement plus récent des 10, 15 dernières années. Puis oui, l'émergence de plus d'avocats noirs, c'est sûr que ça vient en ligne de compte, mais aussi le fait que la connaissance est plus accessible, l'Internet. Je pense que l'intelligence artificielle, nécessairement, va ouvrir d'autres portes aussi. Ça va donner lieu à certaines dérives, bien entendu, mais ça va donner plus de place pour que les gens puissent connaître leurs droits et les revendiquer. Donc, quoi? Je pense que la situation, avant de passer à ton point, je pense que la situation de George Floyd, là, c'était un gros catalyseur. Ça Absolument. fait 5 ans de ça. Puis comme tu le vois, comme tu as dit à ce jour, ça a augmenté, là. Fait que tu traites encore plus souvent des cas de même, grâce à Dieu, qui n'ont pas escaladé à ce point-là. Oh, mais la situation de George, mais c'est ça. Il y a des shit graves, écoute. Fait que... Moi, là, je te le dis, là, c'est bizarre parce que j'ai fait une entrevue avec Tito Rito. Rito. On l'a reçu, lui aussi. La semaine passée. Je le répète de plus en plus. Je sais que moi, je ne vais pas faire ce genre de dossier-là toute ma vie parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup en termes d'énergie. Ouais. C'est beaucoup en termes de... Sur ton moral, ça doit être tough, là. Moi, je suis pas encore rendu au point où est-ce que je suis capable de dire je me suis habitué à avoir de la violence envers les personnes noires, envers les personnes arabes, envers mes communautés. Non. Puis les violences que je vois, c'est grave, là. Tu sais, j'ai eu un cas qui s'est passé en 2021, 2 jeunes de 14 ans se font intercepter par des policiers, genoux sur le cou. Ça, c'était 1 an après le cas de George Floyd. Genoux sur le cou, OK? Il y a plusieurs politiciens qui ont parlé, le Premier ministre, mais il y a beaucoup de commentateurs aussi politiques qui arrivent, dont un, je m'en rappelle, je ne vais pas citer son nom, qui arrive, qui dit « Oh, c'est des membres de gangs de rue, ils sont en train de vendre de la drogue, etc. » qui légitime la force policière pour des jeunes de 14 ans, sur la base qu'un des jeunes avait un taser dans son sac. Ouais, mais le jeune, il avait un taser dans son sac. De un, le policier, au moment d'être intercepté, ne le savait pas. Puis est-ce que ça justifie l'arrestation qu'il y avait? Il n'était pas en train d'utiliser l'arme. L'arme n'était même pas fonctionnelle. Il n'a même pas été arrêté. On l'a pris, l'arme. Les policiers ont déposé des accusations qui n'ont même pas été acceptées par la direction des poursuites criminelles et pénales. Les contraventions qu'ils ont reçues, un des policiers a donné une contravention à mon jeune en lui disant il émet un bruit fort audible. Il fait du bruit dehors. Tu sais, c'était quoi le bruit? C'était le jeune qui était en train de crier parce que le policier avait son genou sur son cou. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, ces jeunes-là, ils arrivent, ils ont 14 ans, mère monoparentale, ils habitent à Saint-Michel. Comment cette mère-là va faire valoir ses droits? Comment elle va faire pour poursuivre la ville de Montréal? Moi, je rentre dans le case. OK, on a poursuivi, moi et mon collègue, Maître Paul Kalash. La ville a réglé. Mais j'ai pris ce dossier-là pro bono. Mais le problème, c'est quand je prends un pro bono, il y a 10 autres personnes que je ne pourrais pas aider, tu comprends? Ouais. Puis la question de l'accès à la justice dans le cadre de ce genre de dossier-là, c'est vraiment un enjeu sur lequel il va falloir réfléchir comme communauté. Thierry Lindor met depuis plusieurs années l'idée. C'est une idée qui mérite une réflexion de dire la communauté noire, comme la communauté juive, devrait avoir des avocats on call. Comme on te parlait de dire, c'est qui tes avocats, de dire, on devrait avoir un fonds qui soit là. Quand des gens attaquent nos institutions, nos communautés, posent des gestes envers nos jeunes, direct, mise en demeure, direct, on les emmène à la cour. Des avocats, on sait qu'ils sont sur leurs mains. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont sur leurs mains, puis qui sont capables de défendre nos droits. Puis, moi, je le dis, j'espère pouvoir continuer pendant les 3, 4, 5, 6 prochaines années. Mais, tu sais, aujourd'hui, j'ai 36 ans, je suis pas vieux. Mais ça prend beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, puis beaucoup de mon moral aussi. Parce qu'à un certain moment, tu te bats. Quand tu emmènes ces dossiers-là devant la cour, tu te bats contre tous. Le système juridique qui se braque contre toi. Puis être un avocat noir, ça vient avec son propre lot de réalité, les amis. C'est pas simple comme ça. Ouais. Non, ça doit être tough. On te voit beaucoup
dans tout ce qui est profilage racial, criminel, mais c'est pas tout ce que tu fais. Tu défends vraiment monsieur, madame, tout le monde. T'as quand même toi puis ton équipe, un vaste champ d'expertise où est-ce que vous pouvez défendre les gens. Une demande d'action collective a été déposée en octobre 2023 à la Cour supérieure contre l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Le taux de réussite de l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec en septembre 2022 était de 51,4%. Ce que tu demandes à la Cour, c'est un peu plus de 30 000 $ pour chacun de ses membres. Le pourquoi derrière tout ça, c'est l'examen. Est-ce que c'est un examen qui était trop excessif? C'est un examen d'admission qui est fait d'une façon... Parce qu'à un certain moment, pendant certaines années, on avait un taux de réussite de 95, 96, 94%. Puis là, on se rend compte que le taux baisse de manière drastique parce que l'examen a changé. Parce qu'il y a une volonté de l'ordre d'imposer aux aspirants infirmiers de faire l'université, mais c'est pas une exigence au Québec. Donc, l'examen qu'ils ont conçu est fait pour des gens qui ont une formation universitaire, tandis que les gens, ils ont une formation collégiale. Ce qui explique le taux d'échec important parce que l'examen, il a changé. Puis, ça crée des situations vraiment catastrophiques. Parce que moi, j'ai le jeune que je représente, s'appelle Jason Aurélien, je le connais bien. En fait, c'est le cousin de ma femme, c'est ça que les gens ne savent pas, là. Tu sais, c'est quelqu'un de brillant, etc. Puis 3-4 fois, il coule l'examen, son moral est down, ça fait 3 années. Quand tu dois payer pour ça, là, hein? Ouais. L'examen, quand tu as 20 ans, puis tu passes 3 ans à essayer de passer un examen, c'est une éternité de ta vie. Puis là, on s'est rendu compte que c'était un problème qui était vraiment répandu. Donc, on a déposé l'action collective parce que c'est un groupe de personnes qu'on veut représenter. Puis, en l'espace de quelques semaines, il y a 1000 personnes qui se sont inscrites sur le recours collectif. Ça, c'est souvent parce qu'il y en a qui ne savent même pas encore que tu fais ça. Ça se peut qu'il y en a qui ne savent pas. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Ben oui. Puis, les histoires sont vraiment, vraiment tristes. Là. C'est comme... Tu sais, des gens qui sont en dépression, des gens qui ont laissé faire la profession, etc. Donc, je fais pas des actions collectives, mais ce dossier-là, puis c'est peut-être ça que j'aime bien de ma pratique, c'est que de temps en temps, c'est pas parce que j'ai beaucoup de temps, là, mais de temps en temps, tu peux voir des injustices, des choses qui te dérangent, des choses que tu as envie de faire, puis de te lancer là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose que je pensais que je devais faire. So, Shout out. J'apprécie parce que moi, j'ai des infirmières dans ma famille. Mais on est ici qui n'en a pas. Ouais. C'est la profession est oui, il y a beaucoup de c'est mixé, mais on va se le dire, le taux de personnes haïtiennes ou de personnes noires dans la profession, il est quand même assez élevé. Là. Puis là, en ce moment, c'est encore vous travaillez. Ouais, on attend d'être là-dessus. On attend d'être appelé par la Cour supérieure. J'imagine à tout moment dans un processus comme ça, si les deux parties acceptent, il y a toujours moyen de régler ça à l'amiable. Mais si les deux parties acceptent, parce que tu as dit, on estime après avoir regardez la jurisprudence, la loi qu'on est dans un cadre d'insouciance grave ici. Le rapport successif du commissaire sont très clairs. Les recommandations sont claires et malgré cela, l'ordre s'est entêté à ne pas les suivre. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est parce qu'il y a un poste qui s'appelle le commissaire à l'accès à la profession. Son rôle, c'est de regarder l'accès à la profession, des professions qui sont régies par le Code des professions, avocats, infirmiers, ingénieurs, etc. Okay. Donc, ça serait que l'examen il est correct. Okay? Et suite aux nombreux échecs, le commissaire s'est penché sur le cas de l'Ordre des infirmières et a émis un premier, un deuxième et un troisième rapport dans lequel il le dit clairement, l'examen est problématique. Façon de dire, c'est pas la faute des gens, c'est à cause de l'examen qui fait que les gens n'arrivent pas à passer. Puis, les ordres, ils ont une certaine immunité en matière de poursuite pour ce genre de cas-là, sauf dans le cas d'une insouciance grave. Puis nous, on estime, on est ici dans le cas d'une insouciance grave, dans la mesure où est-ce qu'on a un rapport accablant qui émet des recommandations à 2 et 3 reprises, et ces recommandations n'ont pas été suivies. Donc, c'est vraiment une volonté claire de vouloir continuer exactement dans le même chemin. Puis pour ça, je pense que les gens doivent être compensés parce que c'est des impacts importants sur leur vie, des pertes financières. Tu sais, il y en a qui se sont partis dans d'autres provinces, aller faire l'examen pour revenir au Québec, des gens qui ont abandonné le rêve de devenir infirmier. Puis tout ça dans un contexte
tout ça, ça se passait pendant la pandémie en plus. Dans le Pendant moment qu'on n'en a pas, là. où est-ce qu'on est en train de crier, où on dit on n'a pas d'infirmiers, C'est- qu'on bloque l'accès à la profession. Tu comprends? On va chercher des infirmiers, etc., à gauche, à droite, des gens peut-être qui manquent qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences, et on bloque l'accès à la profession. Donc, moi, je pense qu'il y a une faute qui a été commise, puis pour ça, les gens devraient être compensés. Ouais, non, tout à fait. Alors, on verra. On verra. Lors, Ça vous suit- avez ça mon suit, numéro, j'ai hâte si de vous voir voulez le- régler. j'ai hâte de voir le développement. Parce que, tu sais, il faut qu'on parle des infirmières, parce que notre dernier épisode a été avec Charlie Dorismont, Mhm. qui en ce moment est député à Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal. Puis, tu sais, je pense que c'était quelqu'un qui, dans les dernières années, qui a quand même fait jaser à travers le Québec, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi directement dans notre communauté pour des propos qu'elle a eus. Donc, elle a critiqué back in the days François Legault durant la pandémie. Puis après ça, du jour au lendemain, on la voit aller directement avec son parti. Fait que le monde était comme un peu... Ça passait. Exactement. Fait qu'on l'a reçu, puis on lui a donné je lui ai demandé la définition du racisme systémique Mhm. pour la CAQ. On t'a fait écouter l'extrait. Merci tantôt. d'avoir spécifié. On t'a fait écouter l'extrait tantôt. Puis, tu sais, je veux prendre une parenthèse rapidement, là, tu sais, pour que les gens puissent comprendre. Mets-toi toi, parce que 1804 là, formulé les balles. Comment elle arrive là-bas? La signature 1804. La Signature. Tu vois, je fais du shout-out, je vais t'appeler toi. Puis je prends une parenthèse rapidement, juste pour dire, tu sais, en même temps, là, tu sais, comme on en parlait, tu sais, le négatif, là, tu sais, c'est pas tant ça qu'on veut mettre dans notre Ça podcast. représente pas vraiment l'entrevue. Exactement. Fait que... Mais c'est une question importante qu'il C'est fallait une question poser. qui était importante, puis tu sais, je trouve que c'était important de le souligner pour que les Ouais. gens qui nous écoutent, Ouais. ceux qui nous connaissent depuis le day one, savent que c'est vraiment pas juste de promo du négatif, mais pour ceux, tu sais, on a toujours des nouveaux subscribers à chaque semaine, à chaque jour. Fait que c'est juste de mettre les pendules à l'heure. Fait que t'as entendu sa définition. Toi, comment tu perçois un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique? Ok. Parlons pas de la CAQ, parlons de manière générale. On veut régler un problème, il faut être capable de le définir. Il faut savoir le problème, c'est quoi exactement. Puis ça, c'est un principe simple, c'est de la logique. Plombier vient, tu dis que l'eau coule, il peut pas commencer à dire, OK, il sort avec ses équipements, etc., il peut regarder rien. Tu vas envoyer ce plombier chez lui. Tu comprends? Parce que c'est simple. Je vais venir, j'analyse, je trouve la source du problème, j'apporte la solution par rapport au problème. Maintenant, la question du racisme systémique, puis la question du racisme en tant que tel, la question du profilage racial, c'est une question qui dépasse les individus. C'est pas simplement une question de un tel est raciste, un tel a des biais inconscients, etc. C'est des problèmes institutionnels, historiques, basés sur des stéréotypes qui viennent de longtemps. Ça fait longtemps que, par exemple, si on prend nos communautés noires, que les communautés noires, eh bien, il y a des stéréotypes associés à notre criminalité, à notre dangerosité. C'était comme ça dans le Code noir. Au temps de la Nouvelle-France, on empêchait aux personnes noires de se rassembler. Tu voyais une personne noire, 2-3 personnes noires réunies. C'était interdit. Ça a été comme ça pendant la ségrégation aux États-Unis. Ça a été comme ça ici aussi pendant la ségrégation au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, allez relire votre histoire. Puis c'est pas l'histoire que ce qu'on vous a appris dans ce qu'on a 4 on ne parlera pas de ces affaires-là. Ça existait ici aussi. Donc, c'est des cultures et des pratiques organisationnelles qui produisent du racisme. Et c'est ça du racisme systémique. C'est de dire que le système en tant que tel, c'est pas que le système est raciste, c'est que le système est fait d'une façon où est-ce que, si je suis une personne noire, je vais avoir des difficultés qui me sont imposées, qui sont extrinsèques aux individus. Donc, j'arrive, moi, comme par exemple, prenons moi je vais Fernando Belton. Moi, mon nom, il veut pas nécessairement dire noir, peut-être tu penses que je suis latino, mais non. Moi, j'enseigne à l'université, les gens me connaissent, mais s'ils me connaissaient pas, ils voient Fernando Belton, it doesn't mean anything. Ouais. Fernando, c'est mexicain, latino, peu importe. Mais tu sais, quelqu'un s'appelle, je sais pas moi, Robert Jean-Pierre. Il est haïtien! Non. Tu comprends? Straight. Il est black. Ouais. Donc, la personne qui veut pas d'haïtien dans son logement,
mais elle va pas appeler ce gars-là pour pouvoir appeler le logement. Puis cette personne-là qui vient appliquer dans un emploi qui a des difficultés, après ça, qui sort de l'entrevue qu'il n'y a pas eu, qui se fait intercepter par la police. Puis c'est que ce système, la façon qu'il est bâti, crée des effets discriminatoires pour les personnes noires. C'est pas juste une question de notre ressenti, c'est quelque chose qui est documenté, que les gens savent, puis qui fait partie des sciences sociales depuis très longtemps. Donc, si par exemple, on nomme un ministre à la lutte au racisme et qu'on n'est pas capable de reconnaître le fait que le racisme est systémique, quel genre de solution il va venir nous apporter? Ça, c'est le plombier qui arrive chez toi, qui dit que tu as besoin de déboucher ta toilette quand le problème il est au plafond. Il va rien faire. Puis, les amis, moi, je suis pas là aujourd'hui pour me faire des amis, etc. Je vais dire ce que j'ai à dire, c'est de la foutaise, OK? De toute façon, je sais que les gens qui nous regardent, ils savent que nous va prendre à bail ça. Nous va prendre à bail ça. Nommer un ministre à la lutte au racisme qui est pas capable de reconnaître des pratiques organisationnelles qui sont discriminatoires, ça ne vaut absolument rien. Toutes les recommandations qui viennent de ce ministère ne valent rien. Le ministre à la lutte au racisme, back in the day, je l'ai reçu à la clinique. On lui a parlé. Moi, j'ai rencontré le nouveau Christopher Skitt. Chic type, très gentil, etc. Mais je suis désolé. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire quand la machine au-dessus de lui ne reconnaît pas les problèmes? Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Mais c'est fou Puis parce que je suis pas en train de dire, tu sais, l'homme en tant que tel, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis j'ai des chic types là, Christopher Skitt, bon moon, bon bagaille, crème moon. Mais qu'est-ce que... Oui, il a fait un prix à la lutte au racisme. On va aller 6 juin à Québec remettre un prix à quelqu'un. Qu'est-ce qui a changé? Tu comprends? Nous, on a rencontré à la clinique le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et ainsi que Christopher Skitt. On leur a fait des recommandations en lien notamment avec la loi sur la police, la des vraies mesures qui peuvent changer les choses. Mais s'il y a quelque chose qui a changé, dites-le moi. Mais je pense que c'est là le vrai vouloir de changer les choses. Puis nous, on l'a appris dernièrement, Chris, c'est le nouveau qui s'occupe du racisme. Ah, t'es rendu là avec lui? Christopher, t'es rendu à Chris? J'ai dit Chris comme si c'était mon patron. Attends, faut que tu viennes manger avec nous. On va l'éviter. Parce que moi, j'avais encore en tête l'ancien Benoît. Benoît Charette. C'est Benoît Charette que j'avais rencontré à la clinique, mais Christopher, je l'ai rencontré. Monsieur Skitt, désolé, j'ai rencontré plusieurs fois. Fait que c'est là que vient vraiment le vouloir de changer les choses. Puis je pense que c'est là un peu qu'ils nous mettent de la poussière dans les yeux pour nous dire, regarde, on essaie vraiment de changer les choses, mais en réalité, rien n'a été fait. Mais ils peuvent rien changer. Parce que depuis le dernier, il y a jamais rien concret qui a été fait. Les gens savent pas, puis moi, je dis, bye en quel monde régler rien pour moi. Pour certaines choses là, je me suis dit, mon année 9 comme avocat, mon année, je l'ai résumé en un seul mot, c'est assumer. J'assume mes positions. Pas besoin aucun monde, mais ça me pour nous dire, la veille que le gouvernement a décidé de porter la décision Louemba en appel, beaucoup d'organismes qui représentent la lutte aux personnes noires ont reçu un appel de la part du ministre. Okay? Le ministre, comme moi, je suis chez nous, il est 18h, je suis pas dans la politique. La politique pas intéressant. Le ministre m'appelle chez moi, sur mon cell. Salut, etc. Je dis, oui, je sais, je suis nommé, j'ai pas encore été vous voir, on va venir vous voir, vous faites du bon travail, etc. Je vais vous dire, on va porter la décision en appel, mais c'est pas parce qu'on a un problème, etc. C'est qu'on veut... Regarde, le pouvoir policier sur lequel se fondent 90% des cas de profilage racial, c'est le pouvoir des policiers d'intercepter au hasard des véhicules. On a un juge qui est venu nous dire, après avoir entendu 21 jours de procès, 14 témoins qui sont venus témoigner devant lui, qui est venu à la conclusion que c'est un vecteur de profilage racial. Le pouvoir en tant que tel est tellement large qu'il donne le droit aux policiers de pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent. Et qu'à la fin, nos communautés noires sont visées de manière injuste par ce pouvoir. If you want to change something, mais admets le jugement, ne porte pas la décision en appel, admets le tout, puis change les pratiques. Change les pratiques, ouais. Et c'est ce pouvoir-là que vous êtes allé contester devant la cour. Donc, quand on me dit qu'il y a un ministre à la lutte au racisme, je pense que parmi ces luttes, il devrait y avoir des changements structurels, organisationnels, législatifs, qui sont de nature à changer la donne au niveau du racisme, pas à contester des jugements qui viennent justement mettre la lumière sur des enjeux comme ceux-là. Donc,
comme j'ai dit, moi, je suis pas un politicien. Il n'y a aucun politique qui a besoin de m'appeler et venir téléphoner. Je vais vous donner un bel Tu fais pas recruter? Non, je vais vous donner un bel emmerde. Ça ne m'intéresse pas. À cause de mes fonctions à la clinique juridique de Saint-Michel, c'est une obligation pour moi, pour des questions financières, pour des questions de projet, pour des questions de faire avancer dans mes causes, d'avoir ce genre d'interaction-là. Je ne dis pas obligation dans le sens que comme I despite politicians, vraiment pas. Eux, ils ont leur travail à faire, moi, je fais mon travail. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je suis très conscient que dans le contexte où est-ce qu'on est, il n'y a rien qui va changer. Tout ce qui peut arriver, ça peut juste empirer. La preuve, c'est que sous le gouvernement qu'on a actuellement, les budgets de la police sont augmentés de manière significative. Il y a des nouvelles escouades qui sont créées pour certains types de luttes qui visent de manière disproportionnée nos communautés et nos jeunes. La question du profilage racial, aujourd'hui, elle n'est pas en train de s'améliorer. Donc, c'est ça. Un policier noir du SPVM avec 15 ans de service poursuit la SQ et réclame 100 000 $. La SQ, oui, c'est ça. La SQ. Non, oui, c'est ça. La SQ. Il y a 15 ans de service au SPVM et il poursuit la SQ. Poursuit 4 policiers de la SQ? Oui, les amis. That's crazy, bro. Et il réclame 100 000 $. C'est toi l'avocat. Je suis un des avocats dans ce dossier-là. Explique-nous un peu comment que c'est arrivé. Est-ce que c'est la première fois, la deuxième fois? Est-ce que c'est arrivé 10 fois? Ou bien c'était une fois trop que le policier en service depuis 15 ans au SPVM a eu se fait you know what? Je vais pas laisser ça passer. Ouais, écoute, je fais ça là avec Maître Matouré, Maître Virginie Dufresne-Lumière. Donc, c'est une image qui est forte. C'est-à-dire, je suis un policier. Je représente la loi et l'ordre. Mon travail, c'est de mettre l'ordre dans des ordres. OK? Et ce policier roule avec sa belle nouvelle auto de luxe, etc. Un peu loin de chez lui parce que ça va avoir un membre de sa famille. Puis, on le voit, on tourne, on commence à le suivre, on l'intercepte, identifie-toi. Finalement, ça dégénère, il va se faire pousser, on va prendre son portefeuille. Ben, il commence à gâter, OK? Mais tu sais, l'image qui est importante que je veux que les gens comprennent, c'est que peu importe le niveau où est-ce que vous êtes rendu, ça peut vous arriver. Moi, je représente Maître Kwadwo Yeboah, peut-être que vous connaissez, avocat noir qui s'est fait intercepter. Exactement dans des circonstances comme cela, on va avoir la décision le 4 juin, dans cette décision la semaine prochaine. Mais ce qu'on a appris, mes amis, ce que j'ai appris dans le cadre de ce procès, c'est que il y a des policiers qui sont vraiment fucked up. Oh oui. Parlez. Parmi les choses qu'on a appris dans le cadre de ce procès, c'est que les policiers avaient la vidéo de l'intervention du début jusqu'à la fin, dans cette intervention-là. On a poursuivi au civil, Yuval jamais dit rien. Ils n'ont jamais rien dit par rapport avec la vidéo. Finalement, parce que moi, j'ai fait mon fuck up, puis même la contravention qu'il a reçue pour ce leur volant, j'ai foutu fait un procès dedans. 5 jours de procès. Foot fait. Okay? C'est pour ça que je dis... Il ne reste pas beaucoup de temps dans cette affaire-là parce que ça prend de l'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? On a fait le procès, puis ils ont des obligations de divulgation de la preuve à cause de ça. Ils étaient obligés de divulguer la vidéo. Une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un des policiers est allé prendre la vidéo le lendemain. Il prend la vidéo, la visionne, il la met dans son casier pendant 1 année. C'est jamais rentré en preuve. Oh. Tu sais, qu'est-ce que le juge lui a demandé pendant le procès? Le juge lui a dit, si c'est un gun, là, monsieur l'agent, vous auriez fait quoi avec? Là, le policier dit, je l'aurais mis dans la preuve. Le juge fait, j'étais dead sur la chaise. Oh, j'étais dead. C'est fucked up, man. Une des policières avait une caméra corporelle personnelle sur elle. Elle filme un petit bail dans l'intervention. Elle retourne à la maison. Elle prend la vidéo. Elle met dans son ordinateur personnel. Elle n'envoie pas WhatsApp à ses collègues. Oh. Elle parle jamais de ça à personne. Jusqu'à ce qu'on arrive la journée du procès. Wow. Ses supérieurs sont pas au courant. C'est jamais rentré dans la preuve. Jusqu'au moment, à la dernière minute, où est-ce qu'ils ont été obligés de divulguer parce qu'on était dans le cadre du procès en matière pénale. Puis c'est à la dernière minute aussi que la procureure a su que cette preuve-là existait. La procureure, Crème Moon, j'ai rien à lui reprocher, la monsieur sur les médias sociaux, WhatsApp, je te salue. Rien à reprocher, elle a fait son travail. Mais les policiers, dans ce dossier-là, ça fait peur, man. Donc, quand moi, j'entends ça, je suis sur ma chaise, je me dis, mais à un moment donné, si c'était un gun, si c'était de la drogue, les bails que tu vois dans les films, combien de fois c'est arrivé, en fait? Combien de fois c'est arrivé, tu comprends? Quand le policier arrive, il y a sa vidéo personnelle, il l'envoie par WhatsApp à ses collègues. C'est quoi ces radotes-là? C'est quoi ces grimaces-là? Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est crazy. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que le juge va décider. Le juge est libre de décider. Moi, pour moi, j'ai déjà conclu, c'est un cas clair de profilage. Peut-être le juge va être en désaccord avec moi. Mais ce que je dis, les gens peuvent aller le vérifier. On a une poursuite civile contre la ville de Montréal et on poursuit les 6 policiers dans ce dossier-là. Même si la déontologie policière, à 2 fois, nous dit il n'y a pas eu de profilage racial, il n'y a pas eu de problème, les policiers ont bien agi, soit c'est leur décision. Mais moi, je pense que c'est grave. C'est grave qu'est-ce qui s'est passé. Puis, cet exemple-là, l'exemple de Kouadjo, ça va arriver à un autre ingénieur. Ça va arriver à un moment donné à des juges qui sont le banc. Un juge des juges noirs. Il va venir avec sa belle auto, à se faire intercepter les policiers. C'est pas que c'est un juge. J'ai saisi. Après, George. Tu comprends ce que je veux dire? Si t'es noir, si t'es une personne racialisée, les chances que tu te fasses intercepter puis traiter par la police, sont grandes. Puis la réalité, c'est que ton statut dans la société, peu importe où est-ce que t'es rendu, ça change rien parce que la question du profilage racial est associée au stéréotype du corps qu'on porte. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Toi qui as des dreads puis qui as des boucles d'oreilles, t'as beaucoup plus de chances de te faire intercepter que moi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que certaines personnes vont dire, OK, il y a des tatous, il y a des dreads, il y a une boucle d'oreille. Des locks. Il y a des locks. C'est pas des dreads, c'est des locks. Des locks, pardon. Dread, ça vient du mot dreadful. C'est pas très beau. Des locks, c'est ça, oui. C'est des locks. Je vais corriger ça tout de suite. Donc, tu sais, c'est ce genre de stéréotype-là qui est attaché à notre peau, à certains styles vestimentaires, à certains types de musique, qui font en sorte qu'on se fait intercepter plus facilement. Ouais, définitivement. Puis, c'est fou parce que moi, je suis... Bon, knock on wood, là, but I make a point to be like that. To be like that. I knowing who I am, que je suis quelqu'un d'intelligent, intègre, familial, père de famille, bonne personne, bon ami, tout le kit. Mais je fais exprès de ressembler à celui que tu penses qui est pas comme ça. Ma mère n'a jamais laissé mes cheveux pousser, là. On a tous grandi comme ça, là. Tu comprends? Bon, mes cheveux sont coupés, moi. Je vais pas dire non. Non, mais tu sais, c'est fou, puis ça fait peur qu'on est encore dans cette situation-là, man. It's crazy. Un policier qui poursuit d'autres policiers, là. C'est malade. Du SPVM, oui, c'est Ben, regarde, Shirley, c'est ça qu'elle disait. Elle disait la SPVM, mais elle a avoué le racisme dans les interventions qu'ils font, tu sais, le profilage racial, mais... Tu fais comme si c'était un gros statement. Reconnaître l'existence de... C'est comme si quelqu'un... J'ai avoué que le soleil se lève le matin. Ouais, le soleil est chaud, là. Tu veux une médaille pour ça, mon ami? C'est comme si on devait, nous, comme communauté, être comme devant eux en train de se mettre à terre parce qu'ils avaient ils ont avoué l'évidence. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qu'on sait. C'est pas un problème ici. Ça existe aux États-Unis, ça existe en France, dans toutes les sociétés occidentales. Mais il y a du racisme. Puis, ce qu'on s'attend de nos élus, c'est de faire un effort pour lutter. Tu sais, le bureau de la lutte au racisme, mais c'est moun Capri Glomba ici, t'as doué là. En tout cas. Comme ils disent, il n'y a pas de loi. Elle dit qu'il n'y a pas de loi raciste, mais on devrait avoir des lois antiracistes, moi, je pense, personnellement. Ça réglerait la situation. 2021, tu as commencé l'ouverture d'un cabinet d'avocats en Haïti, en plus de donner des formations aussi également là-bas. Ok, vous avez fait vos recherches, les amis. C'est quoi ça? Tu t'avais été à quoi des bouquins? C'est où t'avais été? Fait que, où en est ce projet-là? Où est-ce que, c'est quoi le développement? C'est mort. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça doit être... C'était un beau projet parce que j'avais un de mes confrères, Maître Lemont, Jean-Paul Lemont, qui est un avocat en Haïti. Je vais en Haïti quand même très souvent à cause de mon église. Puis, j'ai voulu m'intéresser au système de droit là-bas, intégrer le barreau là-bas. J'avais trouvé un local. Je voulais aider les personnes qui voulaient venir au Canada de manière légale, bien faire les choses. Mais la situation en Haïti est devenue catastrophique, tu comprends? Puis moi, j'ai laissé faire le projet avant même que ça détériore parce qu'il y avait des enjeux de sécurité trop importants à gérer. Je pense que c'est ça. C'est malheureux, puis on attend pour voir qu'il faut continuer à prier. Continuer à prier pour notre pays. Est-ce que tu es déjà retourné, je pense que c'était en 2021. Est-ce que depuis, est-ce que tu es déjà retourné? Non, jamais. Je suis retourné quelques fois, mais pas avec des ambitions d'affaires. OK. Vacances et tout. Wow, OK. C'est quoi tes futurs projets? Écoute, présentement, je viens de... Avant. Ouais. Parce que ça va t'emmener dans tes futurs projets. En 2018, tu dis que en 2020, en fait, tu dis dans 2 ans,
tu diriges... On va prendre les bons mots. Tu diriges un grand cabinet d'avocats et tu plaideras à la Cour suprême. Yeah. Ok. Tu voudras aussi fédérer les avocats haïtiens pour soutenir notre communauté, comme tu as expliqué tantôt. Ouais. On est en 2024. Personnellement, je trouve que t'es arrivé très loin dans ce plan-là. T'en es rendu où? Et c'est quoi les prochaines étapes? Donc, fédérer les avocats haïtiens, j'ai plutôt une autre mentalité aujourd'hui. C'est plutôt de créer un cabinet avec une image forte de personnes noires qui évoluent bien, etc. Puis c'est pas une question de dire on voit pas les blancs parce que j'ai des gens qui me disent est-ce que vous prenez les blancs dans votre cabinet? Ça n'a aucun rapport. Allez voir les sites de cabinets d'avocats puis dites-moi de quelle couleur ils sont. Après ça, venez me poser des questions. Il y a certaines personnes, j'avais dit foutez pas dans mettre des malaises. Parce que pour de vrai, quand vous allez dans les grands cabinets, vous voyez toute une image, everyone is white, vous posez pas de questions. Moi, vous venez, vous voyez une image de jeunes, hommes, femmes, noirs, bien campés, etc. Pourquoi vous êtes en train de m'emmerder? Tu comprends? Bien campé. Oui. Allez voir notre site web, OK? Mais moi, je pense que c'est important pour nos communautés, pour nos jeunes, pour mes garçons, ma fille, de voir ces modèles-là. Ça, c'est la première chose. Puis, je viens de faire, tu sais, depuis les 3 dernières années, j'enseigne dans les universités. J'ai enseigné à l'Université d'Ottawa, à l'Université McGill, à l'Université Sherbrooke, à l'Université de Montréal, à l'Université... Si j'oublie la Partout dernière... ce qui donne les droits. Attends, il m'en manque une... Laval? Non, pas Laval. Laval, c'est la seule que j'ai pas fait. OK. Donc, Sherbrooke, McGill, UDM, UQAM et... Il manque une faculté. Ottawa, c'est ça. J'ai enseigné dans 5 facultés. Un cours que j'ai créé, donc un cours que j'ai créé avec une de mes collègues. À l'époque, on avait fait ça ensemble, moi et pas encore avocate, Rita Harim, une de mes amies. Puis, on a fondé le cours, on l'a présenté. Puis, ce cours-là, il a été enseigné dans presque toutes les facultés au Québec. Donc, je suis en train de terminer la 10e fois que je l'enseigne. Puis, je veux prendre les prochains mois pour rédiger. Je travaille beaucoup sur de la publication, en lien encore avec la question du profilage, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles qui m'intéressent. Je m'intéresse beaucoup à la question de la déontologie policière. Je pense que c'est un régime qui doit être complètement réformé de A à Z. Je m'intéresse à la question des interpellations. On a parlé de la question des escouades spécialisées. Je pense que c'est un enjeu sur lequel ça demande de la réflexion. Il y a la Ligue des droits et des libertés du Québec qui a beaucoup réfléchi là-dessus. J'aimerais peut-être emmener mes propres réflexions sur cet enjeu-là. Puis d'autres enjeux qui m'intéressent. Donc, je vais prendre un peu de temps pour... donc, je prends comme une année off d'enseignement dans l'université pour me consacrer un peu plus à l'écriture. Je travaille sur un livre qui porte sur le profilage racial. Nice. Je viens de terminer ma maîtrise. Félicitations, frère. Ça a été un gros hustle parce que faire une maîtrise avec tout ce que j'entreprends, j'étais comme... Je me rappelle quand j'ai commencé la maîtrise, je me dis, OK, je regarde mon horaire, je dis, où est-ce que je vais mettre la maîtrise? Enfin, tu sais, j'étais quoi, you know what, j'étais comme, je vais le passer parce que... Il y a pas le côté le carré Ouais, exactement. Puis tu sais, j'ai terminé avec des excellents résultats, je suis vraiment très content. Donc, c'est ça, j'ai pas encore plaidé à la Cour suprême. Je suis pas assez proche, mais j'ai pas encore plaidé à la Cour suprême, mais ça fait partie des projets. J'espère qu'ils vont... Tu sais, la Cour suprême, c'est... faut que tu tombes dans le bon moment, le bon cas, la bonne cause, etc. Je me laisse le temps, puis je veux continuer à faire un bel temps avocat, grandir, devenir une référence pour la communauté. Tu sais, bâtir un cabinet, c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Je suis aussi directeur de la clinique juridique de Saint-Michel. Ça, c'est une OBNL que la communauté avait besoin, puis qui a des grandes aspirations. Donc, moi, je suis un gars d'équipe. Tous les projets que j'ai, je les travaille avec des équipes, puis je veux continuer à faire ça grandir. C'est ça. Nice. Shout out. Donc, on va terminer avec un petit jeu. Comme d'habitude. Des soldats. Très simple. 2 choix. Tu choisis un ou l'autre. OK. Tu commences, Carl? Ouais, je vais aller. LeBron ou MJ? God damn! On a commencé Real quick. À cause de mon âge, it has to be MJ. OK, you are MJ guy. C'est une question de ma génération, tout simplement. I got you. Jay ou bien Biggie? Jay-Z ou Biggie? Jay-Z, definitely. Oh yeah? Definitely. Biggie a vécu assez longtemps pour me marquer. Okay. Malheureusement. T'es pas trop stressé avec ce qui se passe en ce moment, les Diddy case, le monde dit yo, Jay-Z est dans ces affaires-là aussi, c'est pas stressant? Parce que c'est notre culture, ces gars-là représentent notre culture. Fact, mais pour de vrai, je me tiens loin un peu de ça, là. Je suis rendu dans le gospel, dans d'autres types de musique. Mais si je me remonte à mon époque, à mon petit Jay-Z, ouais. OK. Bezos ou Musk?
Bezos, definitely. Son système, qu'est-ce qu'il a créé. Sa patience. Mm. Un gars qui est capable de perdre de l'argent pendant si longtemps, croire en sa vision quand personne n'y croit, puis de revenir on top, puis devenir le gars le plus riche au monde. Lever chapeau, mais les amis, faut lever chapeau, ben, là. Ok, dernier Il que a j'ai- vu ce que les gens voient pas. Définitivement, ces gars-là, ils... Dernière, pour moi. Will Smith ou Chris Rock? Neither. Ah ouais, t'aimes pas ces acteurs-là? Oh, comme acteur. Comme personne, Ok, je les ai comme vus acteur, comme tout. Qu'est-ce que... Bon, Si t'as à choisir un des deux, là, je c'est qui tu suis choisis? obligé de dire Chris Rock. Parce que moi, la calotte, Ouais. j'adore le boy, mais Ouais. pour qui ça? C'était trop. Descendre quand c'est Definitely. Ouais. Most definitely. Je suis d'accord avec ça. Pour qui, en plus, c'est allé faire cette affaire-là? Faut en avoir une maison. Yo! En tout cas. Tu sais, t'as fini de faire ça pour une femme, t'arrives dans l'auto, la femme de cheap, tu comprends? G.I. Jane. Ok, alright. My turn. Sushi ou poulet? Chicken, ASMR. J'adore les sushis, mais mon ami, je peux manger du poulet, poulet là. pendant une semaine, dans toutes les sauces, frites, en bafou, barbecue, comprendre les ailes, le haut de cuisse, le pilon, complet, piri-piri, lime, bon citron. mangeur poulet, là. Tu comprends? Un bon mangeur poule, là. Ouais. À l'aise, à l'aise. Le gars de toutes les choses. Série ou film? Ça dépend. Série, quand j'avais une... De toute façon, je regarde toujours la même chose, Suits. Mais... Ouais. Yo, ça me fait rire. Comme, t'écoutes vraiment ta Non, pratique, là. Yo, c'est terrible. Suits a... Ça a l'air... Les gens, ils pensent que j'exagère, mais Suits a vraiment shape mon mindset sur un paquet d'affaires au niveau du droit. En tout cas, ça, c'est pour notre conversation. OK. Ok, grosse série. Rap américain, hip-hop américain ou rap québécois? Rap Québec... C'est quoi ça? Oui. Bah oui. Oui. Bah oui. Il a dit rapidement, pas vrai. Une petite bague. Mais US, of course. Ouais. Yeah. Est-ce que tu écoutes un peu de rap québécois ou pas du tout? Mais bail au school, dans le temps. Tu comprends? Dans un mathématique. C'est même bail. Ouais. La vie a pas facile, tu comprends? Ça se demande jamais. Gros classé. La force de comprendre, je te drop toutes les lyrics là. Oh my Vas-y. Une fois de plus, père, je me connecte. Attends. Oh! Le stress! Le stress de la caméra. Je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous? Devrais-je me taire, laisser les choses se faire? C'est ça. Shout-out automatique. T'as dit que t'écoutais quand même du gospel. Kirk Franklin ou Fred Hammond? Kirk. Oh, Kirk. Kirk est nice, man. Kirk est nice. Kirk est fucking nice. J'aime comment il fucking popularise le gospel, comment il rend ça accessible. Tu sais, il enlève l'étiquette classique que l'Église Ouais. peut avoir un peu, Ouais. ou que la religion peut avoir. Nice. Ouais. Thanks, my man. C'était un plaisir de te recevoir, d'apprendre à te connaître. Mais merci pour l'invitation. Puis, regarde, on continue à route, continue à te voir, puis continue à te voir évoluer, puis you're working for the people, so we respect that. Merci beaucoup. Appreciate it, So, my man. guys, allez vous chercher un avocat si vous n'en avez pas encore. Yes, sir. Moi, de l'histoire. Yes, sir. Puis si vous en cherchez un, ben, Mettre bel temps pour une défense en béton. let's go. Réseaux sociaux. Drop mic. Site internet, allez le suivre, allez le contacter. All right, le complexe. On se voit bientôt, guys. Peace, Peace. guys. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you acting with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.